possible. Ça a été une grosse journée, alors merci à ceux qui sont encore là, de corps et d'esprit, parce qu'il y a eu beaucoup de contenu. On va essayer de garder ça humoristique et light dans cette dernière présentation de la journée, avec quelque chose qui aurait peut-être pu et dû être discuté dès 1 heure, mais en fait, ce qu'on va aborder dans cette conférence-ci, c'est le pourquoi. Pourquoi vous devriez être sur les médias sociaux. Souvent, on est dans un mindset de c'est quel outil qu'on doit utiliser. On a vu plusieurs dans les dernières présentations, comment les utiliser. Donc, beaucoup dans le comment, le quand on doit publier, mais on se pose peu souvent la question du pourquoi. Alors, dans le fond, ce qu'on va regarder dans cette présentation-ci, c'est vraiment les 7 moteurs, les 7 raisons, si vous voulez, qui devraient pousser une entreprise ou un individu à aller sur les médias sociaux. C'est bon? Alors, on va attaquer ça. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez me suivre sur Twitter, @gonzogonzo. Également sur mon blog qui est frédéricgonzalo.com. Je n'ai pas les statistiques de Benoît Descaries, mais ça s'en vient. Ça fait 1 an et demi que je blogue. Et si vous faites des tweets durant la présentation, je vous incite à le faire. Évidemment, d'utiliser le hashtag RLQ5, qui a été utilisé quand même pas mal aujourd'hui. Il y a quelques tweeters, je ne sais pas s'ils sont dans cette pièce-ci ou dans l'autre. Et pour vous donner juste un petit background, moi, ça fait 17 ans que j'étais en entreprise. J'ai commencé Gonzo Marketing au début 2012, mais avant ça, les 3 dernières années, VP Marketing, Vente, Communication au projet Récréo touristique, le massif de Charlevoix. J'étais 7 ans chez Via Rail, Tremblant. Donc, beaucoup dans le domaine touristique, mais aussi du marketing relationnel avec Fido Récompense, entre autres. Donc, je suis tombé dans la marmite des médias sociaux à partir de 2009, quand on a relancé le brand du massif de Charlevoix. On a vraiment développé un écosystème et comme c'est hautement addictif, j'en ai fait une passion et aujourd'hui, depuis le début de l'année, je me dédie à faire ça. Sauf que ce qu'on réalise quand on regarde les médias sociaux, il y a beaucoup de gens qui y sont, mais des fois, tu te demandes pourquoi ils y sont. Alors, ce qu'on va regarder, c'est un reportage de Fox News qui va nous en dire beaucoup sur, dans le fond, pourquoi certaines personnes sont sur les médias ou pourquoi ils ne savent même pas eux-mêmes. From the news station, this is a Fox 4 News Alert. This is Clarice Tinsley with breaking news at City Hall of a hostage situation and a gunman on the loose. Fox 4's Matt Grubbs is on the scene, tweeting details to his 87 followers. Matt. Thanks for that update, Matt. Now we take you live to Fox 4's Natalie Solis inside City Hall. Natalie. Clarice, I'm in a conference room taking a picture of myself with one of the shooting victims. I'll post it to my Facebook page immediately. Back to you. Thanks, Natalie. I'm now joined by Bart Schimmel, who is an expert in police tactics. Oh, just got Natalie's picture. Nice. Okay, Bart, what are Dallas police doing to get this situation under control? Well, right now we've got a recon team on site. We're determining how many shooters we're dealing with, going sector to sector, make sure every room is secure, we clear each room. But actually, while I've got you here, I'd really like to encourage the viewers to check out my band Slap Daddy on our MySpace page. Big into Journey, Foreigner, REO, a lot of Foghat. Really think you're going to dig it. Thanks, Bart. We'll definitely check that out. I've just been notified that Fox 4's Sophia Ressa has checked in through Foursquare at the Starbucks across from City Hall. Sophia. Thanks, Clarice. I am here at Starbucks, where not only can I see a lot of police activity, but I just got a coupon for a grande macchiato. Back to you. Sophia, thank you. Right now, let's go back to Matt Grubbs for an update. Well, Clarice, it is now 88 followers, and I have just been retweeted. Thanks, Matt. Fox 4's James Rose is Skyping in from across the street. And James, I understand there is gunfire. Yeah, Clarice, you can probably hear the gunshots all around me. I'm pinned down right now behind this vehicle. Excuse me, James, sorry to interrupt, but why are you Skyping? Well, Clarice, my photographer just got shot, so I'm Skyping through my iPhone. Picture looks great. Thanks, it's the new 4S. Oh, is that new 720p camera? Yeah, it's really nice. I recorded my parents' retirement party on it, and I'll send you a few clips. Oh, I would love to see them. That would be great. Oh, sounds dangerous out there, James. What are you doing next?
I'll be updating my Facebook status to scared shitless. Sounds good, James. We'll see you if you make it back. Right now, we're going to return you to Judge Judy, but you can continue to follow this developing story on myfoxdfw.com, Facebook, Twitter, MySpace, YouTube, Foursquare, GeoCities, and on our mobile app for your iPhone, Android, and by signing up for our breaking news alerts delivered directly to your email inbox or by singing Telegram. I'm Clarice Tinsley. This has been a Fox 4 News Alert. Évidemment, c'est poussé à l'extrême, mais je pense que de toute façon, en fin d'après-midi comme ça, ça donne un peu une indication. Il y a un peu beaucoup de ridicule comme ça. On voit certaines entreprises qui sont peut-être pas si exagérées que ça, mais des fois, tu te demandes pourquoi ils sont sur tous les réseaux, puis il y a un peu beaucoup d'autoglorification, pour ne pas dire de masturbation intellectuelle, à se dire on est là, puis on a tant de followers, puis dans le fond, ça a été soulevé dans quelques conférences plutôt. So what, en quelque part? Quelle est la stratégie que vous avez? Alors, probablement la slide la plus drabe que je vais avoir dans cette présentation-ci, les 2 ou 3 prochaines, mais quand vous abordez une stratégie sur les médias sociaux, ça commence par un plan. Alors, une planification, comme vous faites un plan marketing, comme vous faites un plan de communication, essentiellement, il y a 4 choses qu'on se doit d'avoir. Premier grand, c'est un but. Alors, c'est soit un but, on s'entend, c'est soit faire de l'argent, c'est réduire des coûts, atteindre une certaine notoriété. On a un but qu'on décline ensuite par des objectifs mesurables. Alors, on connaît tous le principe SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et time-bound, donc lié dans le temps. Alors, on se met des objectifs qui sont plus spécifiques. Alors, par exemple, c'est 300 000 $ qu'on cherche à générer dans les 12 prochains mois. Bon, on connaît un peu la nature des objectifs. Les stratégies viennent appuyer ça. On va se dire, bien, probablement qu'il faut qu'on atteigne 2 nouvelles niches de clientèle où on a des groupes cibles X et les tactiques vont suivre après, de se dire, bien, si mes clientèles sont, par exemple, des gens d'affaires de 45 ans et plus dans un mode professionnel, bien, c'est peut-être là qu'on va se dire, d'accord, LinkedIn est approprié. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui prennent ça en sens inverse. Alors, je suis allé à une conférence LinkedIn l'autre jour, puis ça a l'air super le fun, c'est là que je devrais être. Revenez, puis regardez c'est quoi les objectifs, le but poursuivi par l'entreprise, et c'est de là qu'on découle, on est capable de décliner à ce moment-là les buts, objectifs, stratégies et tactiques qu'on met en place pour attaquer les médias sociaux. So far, so good, ça va? Essentiellement, il y a 7 objectifs ou il y a 7 raisons d'être sur les médias sociaux. Et c'est ça qu'on va voir de façon un peu plus pointue durant les 35-40 prochaines minutes. Donc, d'une part, il y a une question de notoriété, image de marque, la réputation de l'entreprise, il y a l'amélioration des relations publiques, se bâtir une communauté, améliorer le service client, faciliter la recherche et le développement et susciter des leads et des ventes. Soit dit en passant, cette présentation-là, qui est sur format Prezi, sera disponible sur mon blog. Je la mettrai ce soir ou demain matin ou plus tard. Donc, je vois des gens qui prennent des photos, tout ça, il n'y a aucun problème, mais ça va être disponible dès que j'ai le temps de le mettre ce soir sur mon blog. Okay? Donc, on attaque. Améliorer la notoriété et l'image de marque. Facebook, je pense qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de présentations qui vous en parlent. Alors, j'aurais pu prendre là, des tonnes d'exemples, que ce soit une OSBL, que ce soit une PME. La présentation tout à l'heure de Benoît Descaries vous en a donné plusieurs exemples où on cherche vraiment à ce moment-là à, par exemple, je donne l'exemple de Fondation des maladies du cœur, qui, évidemment, eux autres, c'est pour démontrer l'argent que vous donnez, par exemple, à une fondation, qu'est-ce qu'ils font avec, où ils vont inciter, ils vont donner des exemples de gens qui souffrent de maladies du cœur. Donc, c'est des vitrines. Et là, si je donne l'exemple de Facebook, Twitter, LinkedIn, encore une fois, certains médias sociaux sont plus adaptés, surtout quand il y a l'utilisation de photos ou de vidéos, pour, à ce moment-là, augmenter la notoriété et l'image de marque. Un deuxième exemple, je me suis permis un clin d'œil pour mon ancienne vie, mais justement, quand on était au Massif de Charlevoix, on avait vraiment échafaudé une architecture où est-ce qu'il y avait un écosystème virtuel de la marque. On se disait, YouTube a une fonction, LinkedIn en a une, Facebook, Twitter, et justement, avec YouTube, quand on diffusait, il faut comprendre que dans le domaine du ski, surtout c'est le genre de sport où il y a des ambassadeurs de la marque et des évangélistes, les fans de ski, au même titre probablement aussi que certains sports nichés, que ce soit
tennis ou le golf ou autre, mais le ski, c'est vraiment des die-hard. Alors, quand tu mets une vidéo qui est le moindrement bonne, d'ailleurs, dans le jargon de l'industrie, on appelle ça du ski porn. Tu peux mettre 3 minutes de temps là, avec juste des gens c'est la grosse poudreuse en face. Ça, là, ça va devenir viral et on a certaines vidéos qui ont fait 20-25 000 views. À ce moment-là, ça se partage et c'est comme ça que ça permet de contribuer à la notoriété d'une destination. Mais un des bons exemples que je vais vous donner, c'est la prochaine. Encore une fois, on utilise la puissance de vidéo pour un aspect viral, puis finalement, qui ne coûte pas grand-chose. La question, c'est encore une fois, est-ce que vous êtes capable de devenir viral? T'as entendu parler de la nouvelle école de danse qui ouvre à Charlebourg? Ben, t'es pas à bonne place, pantoute! Ici, c'est Privilège Gym, pis c'est à Beauport. On se le cachera pas, au Privilège Gym, y a des chicks! Mais on a aussi des gars qui sont gros. Des gars qui sont encore plus gros. Des gars qui font du social. Des filles qui suent. Des gars qui suent. Du personnel, ça coche. Des petits dumbbells, des gros dumbbells, des dumbbells qui font peur, des filles qui s'étirent pis qui sont souples en tête, des gars qui aiment ça les shakes, des gars qui font encore du social, un gars qui remplit tout le temps sa corde de gourde, des tapis qui roulent, des gars qui forcent croche, des gars qui forcent avec leur face, pis même des gars qui forcent pour les autres. On a aussi des pis ramène-moi donc la chicks. Pis les douches, nous autres, on aime ça, pis on en a en masse. Privilège Gym, un slogan, on n'a pas, pis c'est à Beauport. Privilège Gym, un slogan, on n'a pas, pis c'est à Beauport. 665 000 views sur YouTube. OK? C'est à Beauport. Moi, je pensais que c'était un spoof au début, mais c'est vraiment c'est un gym à Beauport, dans le coin de Québec. Il y a un autre exemple. C'est sûr que c'est difficile d'atteindre ce niveau-là d'autodérision puis de devenir viral. Il y en a un autre cas énorme aux États-Unis qui est le $1 Million Shaving Club. Pour ceux qui n'ont peut-être entendu parler, même approche humoristique. Et là, on parle de millions de views. Alors, c'est encore une fois, comment vous pouvez utiliser ça? Et je reviens, quand je parlais tout à l'heure d'objectifs mesurables, bien, encore une fois, il faut qu'on puisse, quand on parle d'améliorer la notoriété de l'image de marque, il y a des indicateurs. Alors, c'est de regarder l'objectif que vous avez mis en place et une fois après, c'est quoi? Est-ce que c'est une question de notoriété du public? Vous êtes capable de mesurer avant, après? C'est quoi la portée et la résonance du message? Vous avez vu tantôt dans l'analytique de Benoît Descaries que dans Facebook, il y en a, Google Analytics également. Ça peut être les quantités de conversations en ligne au sujet de la marque. Ça, en utilisant des agrégateurs comme Hootsuite ou des outils plus sophistiqués comme Radian6 ou Somos qui sont payants, vous êtes capable de voir à ce moment-là le sentiment versus une marque et comment ça bouge dans le temps. Les pourcentages de préférence des clients, c'est-tu plus positif ou négatif avant que vous avez commencé la campagne versus 3 mois plus tard, 6 mois plus tard? Et regardez les parts de marché des discussions en ligne. On est capable également de mesurer ça avec des outils sophistiqués. Ou est-ce que si, par exemple, vous êtes dans le domaine des commerces de détail de chaussures, les gens qui parlent de Prada, bien là, à ce moment-là, vous allez mesurer, vous faites une méga campagne, puis là, bien, dans 3 mois, vous regardez. OK? Deuxième objectif, ou deuxième raison pour qu'on va y être, pour protéger la marque. Alors, évidemment, l'exemple classique qu'on a connu au Québec. Au Québec, on a été relativement épargné dans les dernières années, mais c'est le cas de La Sonde au mois d'avril avec ses jus Oasis, qui a été une crise qui est partie en épingle. Mais pourquoi? Ça venait du fait que, justement, peut-être que le juridique ne parlait pas avec le reste des autres départements au niveau des communications, mais c'est aussi une question qu'on est rendu en 2012 et au Québec, de plus en plus, les consommateurs se rendent compte qu'ils ont un pouvoir et ils sont capables de le prendre. On le voit avec les manifestations, on le voit avec, bon, évidemment, le cas Oasis. Pour ceux qui ne connaissaient pas, bien évidemment, il y avait eu le cas juridique où Oasis, dans sa cause contre Olivia's Oasis, une petite boîte qui fait des savons, ils ont gagné leur cause, qui était de ne pas rembourser les frais juridiques là, qui montaient à 195 000 $. Et ça a été tiré dans le samedi matin du long week-end de Pâques. Dans la presse, il y a un article, et évidemment, c'est tiré en épingle, les gens commencent à en parler. Et Guillaume Lepage fait un tweet à ses 100 000 followers qui dit « Bien, je suis assez, moi, je boycotte les jus Oasis. » Et tu as des bands comme Carquois, puis là, bon, tout le monde embarque. Et là, ça spin. Pendant ce temps-là, sur la page de Facebook d'Oasis, Silence Radio, les gens commencent à déverser le fiel. On est rendu à plus de 500 commentaires. Et
la réponse qui est donnée durant le jour de dimanche en est plus un sur le mode défensive. Tu sais, quand tu es rendu là, c'est comme, excuse-toi, on passe sur notre appel, il faut accepter le fait, mais ils ont cherché à faire un peu du déni, puis encore une fois, se justifier. Ça a continué rendu au lundi de Pâques, on est rendu 48 heures plus tard. Des années 80, c'était bien beau, ça. Aujourd'hui, le 48 heures, c'est une éternité. Alors, c'était rendu vraiment une cause. Ça se chiffre en centaines de milliers de dollars, là, ce qu'ils ont pu perdre en chiffre de vente. Puis non seulement au niveau de l'image de marque. Vous connaissez l'expression de Warren Buffett qui dit « ça prend 20 ans pour construire une image de marque ». Ça en prend 5 minutes pour la ruiner. Et je peux vous garantir que c'est le cas classique de ce qui s'est passé ici. Rendu au lundi, ils ont réalisé que là, ça ne se calmait pas. Ils ont été embauchés. Michel Blanc, la conférencière et consultante à prix d'or, puis let's go, Michel, aide-nous. Ils ont mis un blog en ligne, mais tu sais, last minute, ce n'est pas une stratégie en tant que telle pour essayer de sortir la conversation de Facebook et autres. Quand même, on parle du week-end de Pâques. Allez voir le blog de La Sonde aujourd'hui. Je pense qu'il y a 4 billets. Donc, le deuxième billet, c'est VP Marketing qui s'en va parler de justification de ses marques de commerce, encore une fois. Fait que tu te dis, c'est un cas là, où est-ce que les médias sociaux, il faut faire bien attention, ça peut être dangereux à plusieurs égards. Un exemple plutôt aux États-Unis, c'était Domino's Pizza. Je ne sais pas s'il y en a qui n'ont entendu parler, c'est en 2009. Où est-ce que 2 employés qui ont vraiment fait des conneries et des saloperies, pour ne pas dire un autre mot, et ils l'ont capté sur vidéo, et ils l'ont mis sur YouTube. Alors, évidemment, c'est devenu viral, c'est sorti dans les médias, et à la différence du cas La Sonde, regardez la réponse du CEO, qui, soit dit en passant, a combattu le feu des médias sociaux par le feu et par l'eau des médias sociaux. C'est-à-dire que la crise a popé sur YouTube, il a répondu sur YouTube. Il n'a pas cherché à amener ça sur un blog ou ailleurs. Hello, I'm Patrick Doyle, president of Domino's USA. Recently, we discovered a video of 2 Domino's team members who thought that their acts would be a funny YouTube hoax. We sincerely apologize for this incident. We thank members of the online community who quickly alerted us and allowed us to take immediate action. Although the individuals in question claim it's a hoax, we are taking this incredibly seriously. This was an isolated incident in Conover, North Carolina. The 2 team members have been dismissed, and there are felony warrants out for their arrest. The store has been shut down and sanitized from top to bottom. There is nothing more important or sacred to us than our customers' trust. We're re-examining all of our hiring practices to make sure that people like this don't make it into our stores. We have auditors across the country in our stores every day of the week, making sure that our stores are as clean as they can possibly be and that we're delivering high-quality food to our customers day in and day out. The independent owner of that store is reeling from the damage that this has caused. And it's not a surprise that this has caused a lot of damage to our brand. It sickens me that the actions of 2 individuals could impact our great system, where 125,000 men and women work for local business owners around the U.S. and more than 60 countries around the world. We take tremendous pride in crafting delicious food that they deliver to you every day. There are so many people who've come forward with messages of support for us, and we want to thank you for hanging in there with us as we work to regain your trust. Thank you. Ils disent d'ailleurs qu'il y a 4 mots essentiels en relations publiques, à la limite des médias sociaux et même dans les relations humaines, c'est « thank you » et « I'm sorry ». Il utilise ces 4 mots-là dans son... Et on le sent, on sent l'authenticité. Tu sais, tu es quasiment... tu te sens mal avec lui. Et d'ailleurs, c'est utilisé cette vidéo-là dans des cas d'études au niveau des relations publiques parce qu'on le sent, dit, regarde, il a pris acte et fait, et c'est là qu'on se rend compte que justement, mais il est allé sur les médias sociaux et il a utilisé le même outil, et c'est sûr que ça n'a pas eu la même répercussion, la même visibilité que la première vidéo qui est devenue très virale, mais c'était un cas qui a été reviré de bord rapidement. C'était dans les 24 heures que ça a été fait, et on sent qu'ils ont mis le couvercle dessus, comme on dit. Un autre exemple où est-ce que, ça, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu celle-là la semaine dernière,
Le couvercle a été mis dessus assez rapidement, mais il faut comprendre que la semaine dernière, il y a Labatt qui a contacté la Gazette parce qu'ils n'étaient pas contents de voir que la Gazette avait utilisé une photo prise sur Facebook de Luca Magnotta, l'espèce d'acteur gay, cannibale, fou, dépasseur, truc machin qu'on invente juste à Hollywood, mais qui est bien réel. Et ils se disaient « ça va tuer notre brand, le gars est en train de boire une Labatt bleue ». Tu sais, c'était overkill, c'était de mauvais, pas de mauvais goût, mais c'était déplacé de prendre une action. Mais encore une fois, c'est très similaire au cas La Sonde, où est-ce que c'est probablement le volet juridique de l'entreprise qui s'est dit « on va aller mise en demeure », alors que tu dis « wow, tu sais, le consommateur, je pense qu'il est capable de faire la distinction. » là. Dans une autre photo, il y avait un chandail de Disney, tu sais, de Mickey Mouse. Disney n'a pas poursuivi. Tu sais, à quelque part, mais à cause qu'ils ont fait ça, puis il y a eu une mise en demeure dans la journée où c'est arrivé, sur Twitter, il y a un hashtag qui a été créé qui s'appelait New Labatt Campaign. Si vous allez voir ça, des jeux de mots et de l'humour d'un goût douteux, OK, du genre, tu sais, I'd give, tu sais, je donnerais un bras puis une jambe pour avoir une Labatt bleue, tu sais, puis... alors... Et donc, Labatt, dans ce cas-ci, c'est moins devenu une crise de relations publiques à grand déploiement, parce que c'est comme deux entreprises qui se crêpent le chignon, au sens où c'était Labatt contre la Gazette, et c'était moins comme le cas d'Oasis, où là, c'était un peu un David contre Goliath, le petit, puis là, les gens s'en sont moins pris. Mais quand même, vous voyez que ça aurait pu, et Labatt, d'ailleurs, a vu ça aller, puis au bout de 24 heures, regarde, let it go. Je ne sais pas à qui on parlait au niveau de leurs consultants, mais ils sont probablement dit, regarde, laisse passer, là. Puis ça, et comme de fait, aujourd'hui, si je ne vous en parlais pas, vous n'avez peut-être même pas entendu parler, mais les médias sociaux ont une bonne mémoire et on en parlera encore pendant un bout de temps. Donc, encore une fois, comment on mesure cette notion-là de protéger la réputation? Bien, on va regarder le nombre de mentions positives, le nombre de mentions négatives, le nombre de conversations négatives résolues. Je vais donner quelques exemples, mais quand vous allez sur Facebook ou sur Twitter, puis des gens qui postent un commentaire du genre, ou sur TripAdvisor, c'est un bon exemple sans tourisme, les gens vont mettre un commentaire négatif sur un hôtel, ils vont dire « c'était vraiment pas à la hauteur ». Il y a seulement entre 7 et 10 des entreprises qui prennent le temps de répondre à ce que les commentaires mettent sur TripAdvisor. C'est quand même 60 millions d'utilisateurs par mois qui y vont, là, OK? Et c'est énorme au niveau de l'impact. Mais ceux qui prennent le temps d'y répondre, une fois sur 3, la personne qui va se faire répondre va changer d'opinion. Et dans 34 des cas de cette personne-là, elle va aller retirer son commentaire négatif. Donc, une fois sur 6, tu es capable d'aller retirer le commentaire négatif. En d'autres mots, déjà, non seulement en affichant sur TripAdvisor que tu réponds à la personne, tu es en train de dire au public, là, « I care, OK, il y a un commentaire négatif qui est ici, je prends acte et je te réponds. » Donc, les autres voient ça aussi. Puis, tu te dis, « ben oui, s'il y avait un problème de fan ou de ventilation, il faut savoir qu'on a des travaux, puis trucs, machin, expliquez-le. » Et les gens ne sont pas fous. Et donc, ça, c'est sur tous les sites, sur Twitter, sur Facebook, prendre le temps de répondre. Et on voit à ce moment-là combien qu'on a résolu de situations. Des recherches de mots-clés, s'il y a des mots-clés qui sont prioritaires pour vous, bien, de regarder à ce moment-là les résultats de recherche, est-ce qu'ils sont à la hausse, à la baisse. Et la valeur associée au trafic de recherche, ça, c'est un peu plus difficile. C'est si vous faites des achats de mots-clés avec des mots en particulier, bien, vous pouvez voir que s'il y a eu des crises ou autres, est-ce que pour ces mots associés-là, c'est en hausse ou en baisse, vous pourriez associer une valeur monétaire. Ça pourrait être une façon également de mesurer comment vous protégez votre réputation. Au niveau d'améliorer les relations publiques, j'ai bien souri quand j'ai vu la présentation de Simon Hainaut, parce qu'il a utilisé, je pense, le même site web. Moi, j'ai la version anglaise. Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est comment on améliore les relations publiques avec les médias sociaux, c'est de comprendre que every brand is a publisher. Et ça a été dit à quelques reprises aujourd'hui. Toute marque a le potentiel d'être un générateur de contenu, d'être son propre éditeur. Quand on parlait de owned media, de earned media et de paid media, le owned media, ce que vous avez à vous, le blog qui a été mentionné à plusieurs reprises, ça vous appartient, votre site web vous appartient. Facebook, Twitter, LinkedIn, c'est du earned media, vous appartient pas, mais vous êtes capable d'avoir votre compte dessus. Mais tout ça contribue. Et ici, quand on dit améliorer les relations publiques, ce n'est pas juste une question de diffuser un communiqué de presse puis de faire des relations publiques traditionnelles. Il arrive le cas, par exemple, de Pampers, qui a eu quelques années, ou je pense que c'est l'année passée, il y avait un des nouveaux produits qui ont sorti qui créait des rash, là, comment on appelle ça, des irritations. Alors, c'est sorti, puis là, il y a des blogueurs qui en parlaient, tout ça.
Ce site-là, c'est Procter & Gamble qui est derrière. Celui-là, je pense que c'est le Daddy Digital, puis il y a l'équivalent pour les femmes qui est le Do-It-Yourself Mommies, qui sont des mommy bloggers. Mais c'est beaucoup plus puissant que ce soit Procter & Gamble qui te dit qu'on va le régler, que ce sont des mommy bloggers qui disent « Ah, mais nous, on l'a utilisé, par contre, il y a des façons de contourner la situation. » Puis oui, effectivement. Et là, à ce moment-là, tu utilises tes contenus pour adresser des situations, pour diffuser l'information, et c'est beaucoup plus puissant que le bon vieux système qui était, bien, on pousse un communiqué de presse, puis on espère qu'on va être piqué. Dans le fond, on est notre propre générateur, que ce soit avec des magazines online, des infolettes et tout l'arsenal des médias sociaux. Celui-ci, c'est l'approche un peu plus classique, qui est la Commission canadienne du tourisme, qui ont un media center, mais on voit de plus en plus certaines entreprises qui prennent le temps quand même d'avoir. Et la Commission canadienne du tourisme, dans l'industrie, est quand même très bien placée. Elle a des comptes sur à peu près tous les comptes des médias sociaux. Et elle fait beaucoup de storytelling. Alors, elle suggère des idées. Elle a tout un blog pour des storytelling ideas, donner des idées à des travel bloggers, des travel writers qui pourraient venir au Canada puis raconter une histoire et faire la promotion de la destination. Prenez le même exemple, sortez-le du tourisme et on est capable de le voir dans d'autres industries, que ce soit dans le détail ou autre. Encore une fois, comment est-ce qu'on va quantifier les efforts qu'on met à ce niveau-là quand on va faire la mesure? Alors, on va regarder les groupes cibles qu'on a. Et les groupes cibles, ce n'est pas que des consommateurs, ça peut aussi être des employés, des actionnaires, les communautés, les gens qu'on cherche à affecter par nos messages de communication. Est-ce qu'on a augmenté les 3 derniers mois, 6 derniers mois, 12 derniers mois? Dans chacun de ces groupes cibles-là, est-ce qu'on a un niveau d'activité plus élevé? Le temps de réponse en situation de crise, le fait qu'on a ces outils-là en place. Si, par exemple, un Lassonde avait son blog live depuis 6 mois déjà, puis il répondait, puis c'était bien actif, arrive la crise, tu es capable d'être beaucoup plus rapide dans ton temps de réaction. Alors que là, c'était plus « on fait quoi? » Okay? Et le sentiment envers la marque, ça, dont j'en parlais tout à l'heure, un outil comme Radian6, entre autres, est capable d'aller voir justement la tonalité, les termes qui sont utilisés, sont-ils positifs, négatifs, et comment est-ce qu'on réussit à faire bouger l'aiguille sur une période donnée, qui est celle que vous aurez selon vos objectifs fixés. On arrive au quatrième moteur, donc, d'une stratégie, bâtir une communauté. L'exemple que je donne ici, il y en a un qui est plus dans le domaine du business-to-business. Il y en a pas, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la compagnie qui s'appelle l'Alema. L'Alema, on a quelqu'un en présence, je pense, dans la salle, qui travaille là d'ailleurs. Et un bon exemple à suivre dans le B2B, comment justement bâtir une communauté. Ils sont sur Google+, Facebook, Twitter, un blog. Et pourtant, pas ce qu'il y a de plus sexy, là, ils vendent des produits industriels de nettoyage. Donc, c'est des choses. Par contre, on a le blog, tu sais, je veux dire, est-ce que c'est quoi un DVGB? Ce n'est pas un objet volant, c'est plutôt des déchets volants qu'il faut bien gérer. Alors, tu sais, c'est un sujet qui n'est pas sexy de prime abord, mais comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Ils font des concours, ils incitent les gens à aller voir sur leur site web pour découvrir les différentes pages, toujours avec l'idée de faire découvrir le contenu. Et ce faisant, ils aident au référencement du site, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont des gens qui peuvent en parler. Alors, quand tu dévirtualises ça, puis que leur force de vente peut aller dans des salons commerciaux où ils vont faire d'autres choses, bien, les gens sont déjà au courant. Alors, c'est un bon exemple de comment on peut bâtir une communauté d'un point de vue business to business. Quand je reviens d'un point de vue business to consumers, je reviens à l'exemple du ski, et l'exemple, la quintessence pour moi d'un bon exemple, c'est J-Peak. J-Peak, c'est du côté du Vermont. Quand tu regardes, je pense qu'ils ont 3 fois plus de fans sur Facebook que la deuxième montagne au Québec là, qui en a le plus proche, okay? Incluant le massif où j'étais. Je pense qu'ils sont à 30 000 fans. Twitter, ils ont même commencé à faire du custom publishing avec un propre magazine. Pourquoi? Même si c'est pas digital, parce que c'est une façon de faire vivre leur marque. Ils distribuent ça dans les hôtels de la région. Ils peuvent l'envoyer à leurs meilleurs clients 3 mois avant que la saison commence pour déjà leur mettre l'eau à la bouche. Alors, on le voit, là, ils ont 25 000 fans. Alors, c'est une façon, au préalable, de se bâtir. Et des fois, on voit même ça pour des compagnies qui veulent ouvrir un nouveau commerce. Tu sais, vous avez déjà, je ne sais pas, une quinzaine de bâtiments et vous voulez ouvrir une 16e adresse. Bien, vous parlez à votre communauté actuelle, vous montez le hype dans une ville pour que la venue et l'ouverture d'un restaurant, par exemple, se fasse. Vous avez déjà une communauté à qui vous pouvez parler au préalable. Une communauté, ça peut, quand on parle de bâtir une marque employeur, c'est ça aussi une communauté. Là, ça peut être les employés. Dans un autre exemple plus tôt, je pense qu'on a vu dans Facebook, je ne me souviens plus, c'était
c'était Danone Jobs. On a Starbucks Jobs, ici c'est sur Twitter, mais il y a Hyatt, il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de conglomérats hôteliers aussi qui sont sur Twitter. Donc, c'est une façon de faire vivre la marque, les valeurs de l'entreprise, sa culture, de façon plus intéressante que juste avoir un site web. Puis oui, on peut être présent sur LinkedIn, où est-ce que c'est très intéressant aussi, mais ce n'est pas forcément là qu'on est capable de véhiculer les messages de valeur de l'entreprise. Par contre, là, avec des partages de photos et autres, assumant que vous avez une politique d'utilisation des médias sociaux dans votre entreprise, puis que les gens savent quand même comment gérer la chose. Là. Alors, là aussi, comment mesure-t-on bâtir une communauté? Bon, évidemment, on va quantifier dans 3 mois, 6 mois, 9 mois, comment est-ce qu'on réussit à faire grandir la communauté, le niveau d'interaction. Et ça, trop peu de gens le font. Comment est-ce que votre communauté achète, essaie, c'est quoi la conversion? Puis comparez-le à des non-membres. Et il y a beaucoup de recherches qui ont été faites aux États-Unis, puis on le voit, habituellement, ils achètent beaucoup plus. C'est normal, c'est vos fans, mais démontrez-le. Parce qu'après ça, si vous voulez dire, bien, je veux mettre plus d'efforts pour agrandir, puis vous devez aller voir le CFO de l'entreprise, il faut avoir ce data-là, il faut pouvoir le démontrer que les membres de nos communautés achètent plus ou partagent plus d'informations. Puis si tu es capable de faire l'équation, bien, tu vas dire, bien, donc, en augmentant ma base, je vais augmenter le share of wallet, le share of voice qu'on est capable d'avoir pour chacun. La valeur, donc, d'un membre versus un non-membre et les référencements et recommandations qui sont faites par la communauté. C'est tous des indicateurs de mesure qu'on a, qu'on devrait mesurer. L'autre moteur, c'est l'amélioration du service client. Là encore, la plupart des réseaux ont des raisons d'être. Twitter, par exemple, en est un qui a été fortement adopté par les lignes aériennes, par exemple. En date du mois de mai, je pense que 198 lignes aériennes qui sont présentes sur Twitter. Et étonnamment, les gens vont penser « Ah ouais, mais sur Twitter, ils vont juste diffuser de l'information, des promotions, Non, pas du tout. 72 % c'est « Customer Service Related ». On le voit là au niveau des bagages, 6 % le temps, est-ce que l'avion est à l'heure, 10 du temps, mais c'est surtout des questions de service à la clientèle. Alors, par exemple, JetBlue, là, il y a 1 an et demi, JetBlue, une compagnie aérienne américaine, avait 37 personnes dédiées à gérer les comptes Twitter. Ce n'est pas exactement le cas pour Air Canada, mais on y arrive au Canada. On y arrive. Il y a des lignes aériennes qui sont de plus en plus présentes, Porter, WestJet. Mais encore une fois, quelqu'un l'a mentionné dans une présentation aujourd'hui, on est plus lent au Québec. En fait, je pense que c'est Stéphanie Kennan au tout début là, qui disait qu'on est plus lent au Québec et au Canada pour prendre ce virage-là. Mais on voit que c'est vraiment un endroit au niveau du service à la clientèle où on peut faire beaucoup, beaucoup de millages. Puis là, je parle de Twitter, mais c'est aussi vrai sur Facebook. L'autre exemple, Dell, qui a été mentionné justement du point de vue Facebook en B2B par Benoît Descaries tout à l'heure. Bien, ici, c'est d'un point de vue B2C sur Twitter. Alors, 24/7. En quelque part, il y a souvent des gens, ce que j'entends, c'est qu'ils me disent « Frédéric, on n'est pas capable à l'interne, nous autres, on est une petite entreprise ou moyenne entreprise, je ne suis pas capable de justifier une personne dédiée à gérer mes comptes de médias sociaux. » Mais souvent, je pose la question, « As-tu quelqu'un qui répond au téléphone chez vous? » Ah oui, c'est sûr. Bon, bien, je change la définition de tâche, je regarde les choses. On va mettre 1 heure par jour sur un 8 heures de travail ou est-ce qu'il y a une veille qui peut se faire? Ça devient une façon, et encore une fois, comment est-ce qu'on va justifier le tout, comment est-ce qu'on va mesurer? Des indicateurs très similaires à ce que vous faites probablement déjà en service à la clientèle. Nombre de situations résolues, quantité de clients transformés, c'est-à-dire qu'on a passé d'un négatif à un positif. Les ventes croisées, donc on peut faire du cross-selling ou du upselling, donc soit on est capable de vendre plus quand on a justement une interaction qui se fait. Réduction des coûts versus centre d'appel. Bon, ça, c'est à démontrer, ce n'est pas toujours le cas, parce que surtout si c'est des gens qui sont à la centrale d'appel que vous décidez de transformer pour gérer sur vos médias sociaux. Les scores de satisfaction de la clientèle qui demeurent, je présume, un indicateur que vous mesurez. Et les variations de commentaires positifs et négatifs en ligne que vous allez là aussi regarder. Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que c'est plus positif? Est-ce que c'est plus négatif? Un autre moteur de votre stratégie, recherche et développement. Vous avez vu, je vais encore commencer à parler de vente marketing, là, puis on est dans les médias sociaux. Là. Ici, on est en recherche et développement. En fait, on est dans le marketing. Un exemple, et il y en aura des tonnes, mais je donne un exemple que j'aime beaucoup. Les hôtels Melia, au début 2011, ils annonçaient donc, ils avaient
fait du crowdsourcing, donc l'intelligence des foules sur leur page Facebook. Vous avez demandé qu'est-ce que vous aimeriez voir dans une chambre. Vous avez des centaines de milliers de personnes qui vous suivent. C'est vos fans, c'est des gens qui aiment vos produits. Demandez-leur ce qu'ils veulent. Alors, ils ont fait un concours, ils ont demandé ça, et basé sur l'information qu'ils ont reçue, ils ont développé des suites à l'hôtel de Madrid, le Melia Madrid. Ils ont appelé ça les Facebook Suites, basées sur l'information qu'ils avaient reçue. Et ça a été un succès. C'était un projet pilote, c'était un succès. Ils ont décidé de l'implanter par la suite, je pense, une quinzaine de Melia à travers l'Europe. Je pourrais vous en donner d'autres. On parlait de Domino's Pizza tout à l'heure, mais Domino's a un autre aussi qui a décidé d'innover. Je pense que c'est en Australie, un peu plus tôt cette année, où ils ont fait le même principe. Ils ont crowdsourcé, ils ont demandé aux gens qu'est-ce que vous aimeriez voir. Il y a eu des affaires farfelues qui ont été lancées comme idées, suggestions, mais celui qui avait suggéré là, la recette X pour une nouvelle pizza, ils l'ont pris, ils l'ont commercialisé en annonçant que c'était celle de John Smith, là, je ne me souviens plus de son nom, et ils en ont fait une nouvelle pizza et elle est vendue commercialement. Donc, c'est une façon de ramener les médias sociaux dans la recherche et développement et en même temps de sonder les goûts des gens. Au Massif, on avait fait ça, nous autres, il y a 2 ans, quand on avait lancé, je pense qu'il y avait 6 nouvelles pistes. Alors, on avait brainstormé une trentaine de noms, la gang du marketing, mais après ça, on les avait lancés à la communauté, on dit lesquels qui vous intéressent. Et finalement, ils ont voté sur les noms, mais il y en a qui ont dit « Ah, mais il me semble que vous n'avez pas pensé à tel autre, tel autre, tel autre. » Et finalement, sur ce qu'on avait lancé, il y en a 5 qui étaient dans les 30 noms qu'on avait donnés, mais il y en a une qui est venue du public, puis les noms de pistes qui ont été donnés venaient, essentiellement, avaient été soit votés ou donnés par les membres. C'est une façon aussi de récompenser les membres qui participent, puis de les inciter à revenir vous voir sur votre page Facebook. Donc, encore une fois, comment est-ce qu'on quantifie et on mesure les efforts qui sont faits? Bien, combien de nouveaux produits ou services vous allez avoir développés grâce au feedback des gens? Les revenus générés par ces nouveaux produits, les améliorations, parce que ce n'est pas forcément toujours des nouveaux produits. Des fois, ça peut être justement tweaké. Vous dites, vous avez un produit X, on aimerait ça l'améliorer, suggestion possible. Et juste cette amélioration-là, qu'est-ce qu'elle génère de plus comme revenu? Ça peut être une réduction de coûts également en intelligence. Si vous faites des focus group, vous savez comme moi que c'est très dispendieux. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fait plus, mais peut-être que vous en faites moins ou que vous les faites différemment, compte tenu que vous avez déjà un brainstorming qui s'est fait en amont à ce sens-là. Et le 7e moteur, c'est effectivement de susciter des leads et des ventes. Alors ça, je ne voulais pas passer trop de temps sur cette étape-là, parce qu'en quelque part, je me dis ça a été l'après-midi au complet pas mal à parler de vente, marketing, d'un point de vue des médias sociaux. Mais oui, il y a façon de le faire. Et l'exemple qu'on voit ici, la photo, c'est Chill Zone, qui est une espèce de couche-tard aux États-Unis. Et ils ont décidé de faire un vendredi. Gratuit, c'est toujours bien bon. Quand tu te donnes quelque chose qui est gratuit, les gens aiment bien ça. Et pour récompenser leur communauté de fans, ils ont dit on vous invite gratuitement à venir, il fallait qu'ils réclament le coupon, à venir avec un ami et réclamer votre. Tu sais, c'est un peu quand je dis comme couche-tard, c'est des slushs là, c'est pas mal dégueulasses. Là, mais sur place, il y a aussi hamburger, hot dog, puis bon, la fine cuisine américaine. Et donc, ils ont fait, et vous voyez là, la foule qu'il y a eu quand ils ont fait leur événement, et cette journée-là, ils ont vendu 2,5 fois plus qu'un vendredi régulier quand ils ont des gens. Alors, ils ont fait venir des gens gratos, avec un élément gratuitement, mais une fois que tu es là, tu es avec papa, maman, les gens ont acheté, et c'est devenu un succès tel qu'ils se sont dit, ouais, on va le répéter. Et à ce moment-là, c'est une façon d'utiliser les médias sociaux en récompensant vos communautés, en se disant quelle idée qu'on peut faire pour faire venir les gens. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire toujours du gratuit, parce qu'il y a aussi le modèle du Groupon et autres, qui a ses fans et qui a ses détracteurs, mais c'est une façon de susciter des ventes. Évidemment, on a parlé de LinkedIn tout à l'heure. C'est un groupe dans lequel je suis membre qui s'appelle les Tour Operator Professionals, donc dans l'industrie touristique. Et j'ai pris une capture d'écran la semaine dernière, juste en l'espace de 3 trucs. C'était des gens qui recherchaient. Ils cherchaient des leads. Ils cherchaient des gens avec qui travailler. Je cherche quelqu'un qui peut m'aider à revendre mes produits dans tel marché. Alors, si tu es un réceptif ou un tour opérateur, tu vois ça passer, bien, tu embarques dans la conversation, tu dis « Allô, moi, c'est ça que je fais comme service, puis je vais… » Right? Mais encore faut-il que vous soyez présent dans ce groupe de discussion-là, puis que vous voyez passer la chose, puis que vous ayez une présence minimale pour discuter et échanger avec ces gens-là. Donc, susciter les leads, bien, encore une fois, on est capable de mesurer les choses. Est-ce que c'est les ventes et les leads qui sont issus du blog, ceux qui sont issus des médias sociaux? Quels sont les revenus qu'on a faits par ces leads-là? Les clients médias sociaux versus les clients à qui, traditionnellement, on est capable de mesurer également la distinction entre les deux.
j'assume que vous faites déjà l'évaluation pour savoir combien vous coûte un client acquis de façon traditionnelle. Habituellement, les entreprises le font. Mais là, vous le faites à travers le funnel des médias sociaux. Avec les Google Analytics de nos jours, la nouvelle édition qui est sortie, on a vraiment un funnel. On est capable de voir sur les médias sociaux avec l'attribution marketing qui est faite. On est capable de voir, même si le dernier clic n'était pas en provenance de Facebook, on est capable de voir qu'il a vu le premier message sur Facebook il y a une semaine, il est revenu et il a fait l'achat, par exemple, sur le site Web. Donc, on est capable de mesurer ce genre de choses-là. Et c'est ça. Donc, quand on parle du taux de conversion au travers l'entonnoir de vente, incluant les différents points de contact, parce que ce n'est pas toujours le dernier clic qui est le plus important, surtout en ligne. Mais ça, c'est la partie la plus difficile, parce que des fois, il va venir en ligne, mais s'ils viennent vous visiter dans le magasin, bien là, on ne sait plus à ce moment-là où est-ce qu'il a pris la première information. Mais ça, c'est correct, on ne le savait pas plus. Vous ne saviez pas plus quand vous investissiez en télé ou dans un magazine s'il venait en magasin, right? Fait qu'on compare des pommes avec des pommes. Alors, je vous parle de tout ça, puis vous me dites, OK, c'est bien, mais là, je veux vendre le fait d'avoir 3 staffs de plus pour mes ressources de médias sociaux. Comment est-ce que je vends ça à mon CFO? Good luck. Mais les indicateurs que je vous ai donnés sont des façons de s'y prendre. Le ROI, ce qu'il faut comprendre, vous avez vu, le 7e indicateur que je vous ai donné, le 7e moteur était celui qui était lié au ventes marketing. Ce qu'il faut comprendre, c'est justement que les médias sociaux ne sont pas une fonction vente et marketing. Je m'évertue à écrire ça dans mon blog et dans les différentes conférences que je donne. Ça affecte l'entreprise au complet. On parlait de marque employeur, de recrutement. On parlait de notoriété tout à l'heure. Le juridique, dans le cas de la sonde, là, je veux dire, marketing, honnêtement, a probablement encaissé le coup, puis c'est eux autres qui vont se faire taper dessus. Mais ce n'était pas quelque chose qui originait, on s'entend. Donc, c'est holistique, il faut le voir d'un point de vue de l'entreprise au complet. Ce qui est le plus important dans ce petit schéma, on dirait, qui a été fait à la main sur un bout de papier, c'est le fait que le ROI, d'une part, il va se prendre dans le temps. Et sur les médias sociaux, la plus grande erreur, c'est de s'attendre à ce qu'on ouvre la page Facebook puis qu'on embarque, puis dans l'espace de 3 semaines, là, where's the beef? Où sont les résultats? En général, prévoir au moins 3 à 6 mois. Puis si vous avez 12, c'est encore mieux. OK? Parce que ça prend ça. On en a parlé, que ce soit en optimisation de recherche à travers Google, avec le contenu que vous rentrez. Ça prend du temps avant que votre site, de façon organique, s'améliore au niveau des contenus, au niveau de ce que vous faites. Et c'est ça que vous devez démontrer avec tous les indicateurs qu'on a vus pour les 7 différents moteurs. Il faut faire cette démonstration-là au niveau de votre direction, de l'entreprise dans laquelle vous êtes, que ce n'est pas qu'une fonction du marketing et des ventes. C'est les affaires publiques, c'est légal, c'est ressources humaines. Oui, c'est communication, c'est marketing, c'est vente, on s'entend, mais ce n'est pas exclusif en ce sens-là. Et je vous laisse d'ailleurs avec cette citation savoureuse que j'adore de Einstein, qui dit « Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts ». Je ne sais pas s'il y en a qui font la nuance, j'essaierai même pas de vous traduire, mais vous voyez que dans le fond, ce n'est pas parce qu'on peut le compter que ça compte. OK? Bon, c'est ça. C'est à peu près ça, finalement, la traduction. La journée était longue, hein? Alors, sur ce, tabarnouche, pile poil, on a fait notre 43 minutes. Alors, questions-réponses avant d'aller tomber dans la bière et le vin ou le petit cocktail qui nous attend. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Oui, madame? Oui. Télécharger, il est en mode public, vous êtes capable de le visionner. Oui, et de le partager. Mais vous ne pourrez pas le télécharger parce que c'est en format Prezi. Oui, je vais aller le mettre sur mon blog, puis il est également sur prezi.com sur mon profil. Fait que j'enverrai les deux. Je vais le tweeter avec RLQ5, là,